Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine, La Transparence, qui émet à partir de Bukavu, www.svenmedia.info, 89.3 MHz pour ceux qui nous suivent en direct de Bukavu à travers la radio Sven. Aujourd'hui, nous recevons une dame, elle est belge, Madame Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour. Jambo. Asante. Karibu kwetu. Asante. Asante. Ok, merci. Je suis pas encore très bonne en swahili. Ah non, ça se comprend. Merci beaucoup. Merci d'être passé à nos plateaux. Vous êtes ici à Bukavu, pourquoi déjà? Alors, nous sommes ici à plusieurs femmes. Nous avons, il y a 7 ans, créé un projet qui s'appelle Les enfants de Panzi et d'ailleurs. Et notre volonté, notre objectif, c'est vraiment d'encadrer, de soutenir, d'accompagner les enfants qui ont été violés eux-mêmes, soit qui sont nés du viol. D'ailleurs, dans le contexte du travail de la Fondation Panzi. Et donc, dans 2 villages ici près de Bukavu, nous travaillons avec ces groupes d'enfants pour justement les intégrer dans leur communauté, éviter qu'ils soient marginalisés, montrés du doigt, travailler sur la relation entre ces enfants et leur maman, parce que c'est parfois des choses très compliquées pour les mamans aussi. Voilà ce que nous faisons et voilà, nous sommes venus ici voir et encourager celles qui le font sur le terrain, parce que ce n'est pas moi évidemment, ce n'est pas nous les Belges qui nous occupons des enfants. Nous on est là pour encadrer, former, aider, soutenir les assistantes et les psychologues qui travaillent avec ces enfants. Et ces enfants sont d'où précisément? Ce sont des enfants des Bukavu? Alors ce sont des enfants, on travaille il faut choisir, on n'a pas les moyens hélas de travailler avec tous les enfants de Bukavu, donc on travaille avec des enfants qui sont passés en général par l'hôpital de Panzi et par la fondation et qui pour la plupart d'entre eux vivent soit à Kavumu, soit à Bunyakiri. Donc dans 2 villages, on a choisi de travailler dans ces 2 villages-là. Et le projet a déjà commencé? Le projet a commencé il y a 7 ans, donc il y a déjà des enfants qui ont grandi, qu'on a vu grandir, qui vont d'ailleurs plutôt bien, qui réussissent pas trop mal à l'école, qui sont bien réintégrés dans leur communauté. Donc c'est plutôt encourageant de voir que quand on met de l'énergie, du temps et des moyens pour accompagner ces enfants avec toute la communauté, y compris avec leur famille, on a des résultats. Alors, combien d'enfants avez-vous déjà pris en charge? Vous pouvez estimer? Alors, il y a une centaine d'enfants qui sont concernés. Alors, on a des enfants qui ont été eux-mêmes victimes, mais on ne va pas les traiter tout seuls. On les traite avec tous les autres, y compris avec des enfants du village, parce qu'il n'y a pas de raison de donner beaucoup plus à certains enfants. Il faut travailler avec la communauté. Donc, le groupe est plus grand et nous avons au sein de ces groupes des enfants qu'on suit de plus près parce qu'ils ont été victimes. Intégrer ces enfants, j'estime que c'est pas chose facile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce qu'ils sont facilement acceptés comme ça? Non, donc au départ, ces enfants sont pas facilement acceptés et leurs mamans d'ailleurs sont généralement aussi dans de grandes détresses. Surtout si ce sont des enfants qui sont nés du viol, la relation entre la maman et l'enfant évidemment est très difficile et c'est ça qu'il faut traiter en priorité. Ces enfants aussi sont pour les familles, pour la communauté, un peu montrés du doigt. Ils ont été victimes, mais c'est comme si on leur faisait porter à eux la responsabilité ou la culpabilité de ce qui est arrivé, ce qui est tout à fait injuste. Donc on travaille aussi avec les communautés, avec les Mohamis, avec les chefferies, pour bien faire comprendre aussi que c'est toute la communauté qui doit réintégrer cet enfant. Et donc ce travail collectif aboutit quand même à d'assez beaux résultats. Et comment ces enfants, ils vous reçoivent facilement, ils vous intègrent? Comment ça se passe, les relations avec ces enfants-là? Dans la pratique, en fait, ce sont des plaines de jeux dites thérapeutiques. Ça veut dire que tous les 15 jours, on réunit ce groupe d'enfants. On fait avec eux à la fois du chant, de la danse, de l'expression, mais aussi du dessin. On leur permet de s'exprimer, on essaye d'identifier leurs émotions, qu'ils puissent parler de leurs émotions, de ce qu'ils ont vécu. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se construit dans la relation entre ces enfants et les assistantes psychosociales qui travaillent avec eux. Parce que ce n'est pas nous, ils ne vont pas se confier à moi, ces enfants, il n'y a aucune raison, ils ne me connaissent pas, en plus je suis blanche. Donc ils travaillent avec les assistantes et les psychologues, suivent ces enfants et si vraiment il y a un problème, elles vont aussi visiter la famille, s'il y a un problème de santé, s'il y a un problème de santé mentale, elles les suivent plus spécifiquement ceux-là dans le grand groupe des enfants, mais tous les autres enfants
quelque part bénéficient aussi de ce moment qui leur est consacré. Et puis les mamans sont associées parce qu'à ces plaines de jeux thérapeutiques, les mamans sont invitées et on les rémunère pour ça, pour faire à manger pour les enfants, ce qui leur permet aussi de gagner un petit peu d'argent au moment où elles font à manger. Donc on travaille un peu sur la relation maman-enfant via la cuisine et le repas qu'elles fournissent aux enfants. Et ça peut prendre combien de temps à peu près? Je sais que chaque enfant a sa particularité. Ça peut prendre combien de temps à peu près pour qu'un enfant soit réintégré dans la communauté? C'est très variable, vous le dites vous-même, ça dépend d'un enfant à l'autre, mais en tout cas sur les 7 ans, et singulièrement les 5 dernières années où on a eu des groupes d'enfants qu'on a suivis, au bout de 1, 2, 3 ans, et déjà assez vite par le groupe, mais pour que l'enfant soit vraiment intégré et retrouve sa dignité d'enfant et puis sa joie de vivre, parce que c'est quand même ça aussi qui caractérise des enfants, ça met un peu plus de temps. Mais ils sont suivis dans leur façon de se comporter avec les autres, de se comporter avec eux-mêmes. Il y a des enfants, me racontait-on, qui, petits, arrivaient en pleurant toute la journée. À chaque activité, étaient tout à fait en retrait. Et des enfants dont on a vu plusieurs mois, voire un an après, s'épanouir, sourire, rire. Et bon, quand un enfant sourit et rit, c'est qu'il va mieux. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi après qu'un enfant soit réintégré dans la communauté pour vous rassurer que ça marche? Alors, justement, on les suit et on a des groupes, plusieurs groupes, on a appelé ça des phases, des enfants qu'on a suivis pendant 2 ou 3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, le programme, en principe, s'arrête. Ça, c'est un peu la règle. On ne va pas non plus assister les enfants jusqu'à leur majorité. Par contre, on assure pour les enfants qui sont sortis des 3 ans de programme, on assure régulièrement de savoir comment ils vont. Est-ce qu'ils vont bien à l'école? Est-ce qu'ils vont bien en termes de santé? Et c'est un suivi plus lointain. Alors, vous avez dit vous-même que généralement les femmes sont dans une situation, leurs parents, leurs mères, généralement, elles sont dans une situation précaire. Comment ça se passe? Vous réintégrez un enfant dans une communauté, dans une famille qui était déjà précaire? Ah oui, ces familles sont souvent tout assez précaires et donc justement en associant les mamans et en leur permettant, en finançant, par des petits montants, mais en finançant la possibilité pour elles de faire à manger, de ramener aussi de la nourriture à la maison, d'en faire bénéficier les autres. Donc des activités génératrices de revenus. Génératrices de revenus et aussi des choses qui leur permettent à elles aussi de satisfaire aux besoins des autres enfants de la famille. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant qui a été victime devienne celui qui prend toute l'attention au détriment des autres. Donc c'est un travail vraiment global. Ok, merci beaucoup Isabelle. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, l'Assemblée générale des Nations Unies, la 78e Assemblée générale des Nations Unies, a traité de la question des objectifs de développement durable. Et dans le 16e objectif, 16.1, on parle de la liberté d'expression. Alors, nous voulons un peu savoir comment se met en œuvre la liberté d'expression dans votre pays, chez vous, en Belgique, par exemple, dans les secteurs des médias. Alors, c'est vrai que cet objectif de développement durable, il touche le monde entier, tous les pays, que ce soit le Congo, la Belgique, l'Italie, la Colombie, tous les pays du monde, qui ont tous des situations assez différentes en termes d'organisation des médias et de liberté d'expression. Alors, pour parler de mon pays, que je connais bien, c'est vrai que la liberté d'expression est non seulement garantie par la Constitution, mais elle est garantie dans les faits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emprisonner ou punir un journaliste quand il exprime son point de vue ou quand il exprime le point de vue des citoyens qu'il veut exprimer. Sauf quand son propos contrevient aux droits de l'homme ou contrevient aux valeurs qui sont les valeurs de la Constitution belge. Donc un journaliste a le droit de parler. Le journaliste a aussi des obligations. Il a des obligations de recouper ses sources. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Et donc un journaliste a le devoir, et il y a de la déontologie journalistique, de recouper ses sources pour que l'information qu'il donne soit juste, ou en tout cas soit la plus vérifiée possible. Alors après, c'est jamais parfait, mais en tout cas, qu'elle soit vraiment vérifiée. Donc il y a un code de déontologie que les journalistes doivent suivre, et s'ils ne le suivent pas, ils peuvent être condamnés, ils peuvent être poursuivis pour non-respect de la déontologie journalistique. Et donc il y a une vraie attention pour que les médias soient des médias qui sont des médias impartiaux, qui ne prennent pas
parti, c'est pas des médias de partis politiques, c'est des médias publics. Il y a aussi des médias privés, bien sûr, mais eux aussi sont tenus de respecter des règles de déontologie journalistique. Et en ce qui concerne la communauté, comment elle est capable de s'exprimer pour une question ou une autre sur la gestion de la République? Alors il y a beaucoup, en Belgique, il y a beaucoup de communautés différentes. Il y a aussi d'ailleurs des radios communautaires qui sont des radios qui représentent un peu plus une communauté de personnes, que ce soit une communauté nationale avec des gens qui sont d'une autre origine que les Belges classiques, si je peux dire, que ce soit des radios qui ont plutôt, ou des médias qui ont plutôt une attention particulière sur un sujet ou sur un aspect particulier, mais eux aussi, ils reçoivent par exemple une licence pour avoir accès à une fréquence de radio. Ils ne la reçoivent qu'à certaines conditions, justement de respecter eux aussi, même s'ils traitent que d'un seul sujet, les règles journalistiques. Donc on a pas mal de médias différents. Il y a ici évidemment les médias sur Internet, et sur Internet, en Belgique comme ailleurs, il y a aussi des gens qui utilisent les médias sociaux pour répandre des fausses informations, pour faire de la désinformation, pour lancer des rumeurs. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile à gérer. La question des médias sociaux est un problème, y compris surtout pour les journalistes professionnels qui veulent faire le travail convenablement. Ils sont parfois confrontés à des expressions dans les médias sociaux qui sont des expressions soit d'informations fausses, soit de populisme, de petits slogans courts où on essaye de modifier l'opinion des gens par des choses assez simples et faciles. Il y a tout le problème des influenceurs aussi, qui sont des gens qui essayent d'influencer les opinions. Ça, ce sont des choses assez compliquées à gérer partout, parce que les réseaux sociaux, c'est à la fois fantastique, mais c'est aussi éventuellement assez dangereux. Alors, vous avez dit qu'il peut y arriver qu'un journaliste soit arrêté. Donc, il s'est pas nécessairement arrêté. Il va être identifié s'il n'a pas respecté un certain nombre de règles, parce qu'il y a une commission de déontologie qui suit. Et s'il y a une plainte qui est faite sur un journaliste parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre de choses, parce qu'il n'a pas donné un droit de réponse, par exemple, on attaque quelqu'un dans un média, on doit lui donner un droit de réponse pour qu'il puisse réagir s'il pense que ce qu'on dit à son propos n'est pas juste. Et donc, s'il y a une plainte, cette commission de déontologie va émettre un avis et on ne va pas mettre ce journaliste en prison, mais on va le condamner. Il va être identifié comme quelqu'un qui n'a pas respecté la déontologie journalistique. Et en ce moment-là, quelle est la sanction qu'il encourt? Alors, ça peut aller très loin, et si vraiment l'affaire est très grave, ça peut même aller jusqu'à la cour d'assises. Le délit de presse peut donner lieu, mais c'est très rare, à la justice, la cour d'assises peut le condamner. Et donc, il peut se retrouver en prison? Au final, il pourrait. Ça n'est pas arrivé. Je ne connais pas de cas en Belgique de journalistes qui ont été emprisonnés, mais il pourrait. Et c'est justement la pression. Savoir qu'à la fin, un délit de presse peut vous donner une condamnation en cour d'assises, ce n'est pas rien. C'est aussi une menace qui, justement, empêche ou incite à ne pas faire de délit de presse. Alors, comment la liberté d'expression est vécue? À quel moment, par exemple, un citoyen peut dénoncer une situation dans sa communauté? Il peut la dénoncer de différentes manières. Bon, les réseaux sociaux sont une manière de dénoncer, mais ça, c'est juste pour informer. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite. Mais par contre, comme je le disais, on peut faire appel à cette commission de déontologie et dénoncer des faits. Évidemment, il faut des preuves. Et c'est heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on dénoncerait n'importe qui qu'on n'aime pas, ou un journaliste qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, il faut évidemment que celui qui est préjudicié puisse faire état de preuves comme quoi il a été, ce qui a été dit à son sujet ou dit au sujet de son travail, ou que l'information est fausse, il doit pouvoir le démontrer. Et alors à nouveau, c'est une question qui est traitée par la commission de déontologie et qui peut donner lieu, le cas échéant, à une condamnation. Parlons justement des dénonciations. Est-ce qu'il y a un mécanisme de protection des gens qui vont dénoncer, par exemple, une corruption? C'est pas très facile de dénoncer, d'avoir des preuves d'une corruption. Non, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas se suffire de quelqu'un qui dit qu'il y a corruption s'il n'a pas d'éléments pour étayer son accusation. Sinon, ça ouvre la porte à des accusations peut-être aussi graves et fausses. Donc, il doit donner des preuves. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous en Europe les lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui
prennent des risques. Et d'ailleurs, il y a maintenant une législation européenne qui protège les lanceurs d'alerte pour que ces gens qui, dans le monde privé ou dans le monde des médias ou ailleurs, dénoncent quelque chose qui est une corruption ou quelque chose qui n'est pas conforme à la déontologie en général ou au projet de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. On en connaît quelques-uns avec toutes les Wikileaks, on connaît Julian Assange, on connaît Edward Snowden. Enfin, ce sont des gens qui ont pris des risques pour leur vie et que le Parlement européen, qui est donc plus que le Parlement belge, c'est le Parlement des 27 pays, a décidé de les protéger justement pour leur permettre d'oser dénoncer les choses qu'ils constatent. Parlons de la liberté d'expression, liberté d'opinion. Comment ça se passe par exemple en Belgique lorsque une communauté ou une institution veut marcher? Faut-il une permission, une autorisation? Il faut toujours une autorisation pour une démonstration. Que faut-il faire? Alors, quand on veut faire une manifestation, quel que soit le sujet, de nouveau, il faut que le sujet ne soit pas « je ne peux pas faire une manifestation pour demander de tuer le roi des Belges ». Ça, je n'aurai jamais d'autorisation. Mais si je veux faire une manifestation sur un sujet, je ne sais pas moi, par rapport à un sujet de quelque chose qui se passe en Belgique ou de quelque chose qui se passe à l'étranger, on a aussi en Belgique beaucoup de communautés étrangères, par exemple des activistes sur la question de la Palestine, sur d'autres nationalités, ce qui se passe dans d'autres pays, où on fait des manifestations pour le climat, pour lutter contre le changement climatique. Chaque fois, il faut un groupe, ça ne peut pas être un individu tout seul, il doit aller demander l'autorisation de manifester à sa commune, à sa municipalité. Et la commune donne une autorisation et on doit, avec la commune, identifier le parcours de la manifestation, mais aussi qui sont les personnes responsables de cette manifestation s'il y a des débordements. Parce qu'une manifestation peut toujours donner lieu, hélas, à des débordements, c'est-à-dire des gens qui viennent casser ou qui viennent... Bon. Et donc, il faut qu'il y ait un service de sécurité et qu'il y ait des personnes dans le groupe qui sont responsables. Bien sûr, la police sera là, discrète en général, pour assurer que la manifestation se passe convenablement. Et la demande des manifestations, ça s'est fait pour combien de temps? 48 heures avant, une semaine avant? Là, vous me posez une question. Je crois qu'il faut quand même quelques jours auparavant. On ne peut pas la demander le jour même, évidemment. Je ne pourrais pas dire si c'est une semaine ou 5 jours, mais ça doit être de cet ordre-là, de manière à ce que la commune puisse aussi, par exemple, mettre des panneaux, empêcher le stationnement, parce qu'il faudrait qu'ils aient la place pour passer. Généralement, les manifestations ont lieu plutôt le samedi ou le dimanche, parce que les gens sont plus faciles de participer. Mais par exemple, justement à Bruxelles, il y a le Parlement européen, et donc devant le Parlement européen, là au cœur des institutions européennes, presque tous les jours, il y a des manifestations sur toutes sortes de sujets et qui sont autorisés. Simplement, ils ne peuvent pas déborder sur la rue, mais ils sont là avec leurs panneaux et ils distribuent des informations aux personnes qui passent et ils sont là pour demander aux institutions européennes de réagir sur tel ou tel sujet. Ça, avec tout ce que vous nous racontez là, il me semble que dans les secteurs des libertés d'expression, tout semble bien marcher chez vous. Est-ce que n'y a-t-il pas des petits soucis en matière de liberté d'expression? Oui, rien n'est jamais parfait. Donc c'est vrai que le cadre est un cadre juste, un cadre qui est dans l'ensemble respecté. Mais évidemment, il y a des choses aussi qui ne se passent pas toujours bien, que ce soit dans certains médias qui se permettent des choix éditoriaux qui ne sont pas toujours extrêmement, conformes aux objectifs du développement durable ou à la Constitution. Ça peut être aussi des journalistes qui ne protègent pas leurs sources et qui exposent des gens qui ont dit quelque chose, on les expose à être éventuellement victimes de gens qui trouvent qu'ils ne devaient pas parler. On les expose en danger. On les met en danger. Donc ça, oui, bien sûr qu'il y a des défauts. Il y a aussi des défauts ou des difficultés, comme partout, sur le contrôle des médias sociaux, qui sont devenus par moments vraiment des lieux où on déverse sa haine. Par exemple, nous sommes des femmes, les femmes qui en Belgique sont engagées sur des sujets divers et qui sont chroniqueuses, qui sont éditorialistes. Si par exemple elles parlent de sujets qui dérangent d'autres, on peut les insulter sur les réseaux sociaux, mais de façon scandaleuse. Et on ne s'est pas arrêté ça, parce que des gens se déversent en traitant les femmes de tous les noms, alors que ces femmes... Il y a une loi sur les numériques?
Alors, les lois sur le numérique, c'est très compliqué de contrôler le numérique, hein. Normalement, on ne peut pas harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est pas permis. Mais dans les faits, vous faites une déclaration, vous travaillez sur des sujets qui dérangent, sur des sujets liés, je ne sais pas moi, aux questions LGBT, aux questions de certaines communautés, et vous avez immédiatement un torrent de haine qui se déverse sur les réseaux, et ce sont souvent les femmes qui sont accusées, elles sont harcelées, elles sont traitées de tous les noms, alors qu'elles n'ont fait finalement qu'un travail que la liberté d'expression leur permet de faire. Ça, c'est très compliqué. Des femmes, parfois, se retirent même des réseaux sociaux. Elles ne veulent plus y aller. C'est dommage, parce que c'est aussi un lieu d'expression, parce qu'elles en ont assez d'être immédiatement insultées et traitées, et souvent des insultes sexuelles en plus. Hein. C'est toujours avec les femmes, c'est toujours en dessous de la ceinture. Les harcèlements sexuels. Donc ça existe, hélas. Donc rien n'est parfait en Belgique non plus, mais je dois reconnaître quand même que le cadre est un cadre qui permet quand même de travailler et de s'exprimer. Alors quels sont les faits qui sont plus dénoncés en Belgique? En termes de liberté d'expression ou de non-liberté d'expression? En termes de liberté d'expression. Il y a un débat en Belgique qui est compliqué sur l'expression de certains mouvements qui sont des mouvements très populistes, parfois liés pas directement à l'extrême droite, mais quand même, c'est compliqué parce que est-ce qu'on donne la parole à ces gens ou pas? Est-ce qu'on leur permet de s'exprimer ou pas? Dans une démocratie, on devrait. Mais en même temps, ces gens véhiculent des idées qui ne sont pas conformes. Et donc là, il y a toujours un débat. Il y a ceux qui disent « liberté d'expression, laissez tout faire ». Et il y a ceux qui disent « non, il y a des choses qu'on ne peut pas présenter comme ça aux médias sans explication non plus ». Donc on a des provocateurs, des gens qui aiment la provocation et qui cherchent justement à aller à la limite de ce qui est autorisé. Ah, merci beaucoup. Alors, la dernière question, c'est par rapport à votre projet avec la Fondation Panzi. Ça veut dire que vous collaborez avec le docteur Mukwege. Comment se passe cette collaboration-là avec le prix Nobel de la paix? Le docteur Mukwege, c'est évidemment pas n'importe qui. C'est une personne que nous connaissons en Belgique depuis même avant son prix Nobel et avec qui nous avons, la Belgique a une relation très, très positive et très proche. Et donc, quand il a fait cet appel d'ailleurs sur la problématique des enfants, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes lancés là à 4 en disant on va répondre. On connaît le docteur Mukwege, on connaît son engagement pour les femmes, on connaît son engagement et ses valeurs morales, on l'aide, on le soutient. Donc voilà, les relations avec lui sont très bonnes. Avec la Fondation Panzi, on a une relation quotidienne, permanente, puisque nos assistantes psychosociales, en fait, sont engagées par la Fondation Panzi et y ont même un lieu, un bureau de travail, même si elles sont aussi dans les villages. Donc la relation est permanente et elle est bonne. Alors, Isabelle Durand, merci d'être passée à notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et bon travail à vous, bon travail à tous les Congolais et singulièrement à toutes les Congolaises. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aussi. Continuez à nous suivre sur www.svenmedia.info 89.3 MHz pour suivre la radio Sven. Écrivez-nous sur les numéros qui paraissent au bas de votre écran. Merci.